La radio universitaire et associative liégeoise. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM et bienvenue dans cette deuxième émission spéciale consacrée à l'édition 2025 des PhD Days. Le thème d'aujourd'hui est le suivant, les défis de carrière des femmes chercheuses et d'autres profils. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui plusieurs invités engagés. Et tout d'abord, bonjour à tous. Pourriez-vous brièvement vous présenter à nos auditeurs et auditrices ? Bien sûr, bonjour, moi je m'appelle Céline Esser, je suis chargée de cours au département de mathématiques, où j'encadre mes 2 premières thésardes. J'ai également un rôle institutionnel, je suis présidente du collège de doctorat en mathématiques et représentante du domaine sciences et techniques au sein du bureau du doctorat. Bonjour à tous, Laurence Dessart. Donc, je suis professeure de marketing à HEC Liège, également vice-doyenne à la recherche. Et donc, je siège dans toute une série d'organisations institutionnelles. Bonjour à tous et à toutes, je suis Agnès Noël, professeure ordinaire en faculté de médecine. Je suis biologiste de formation. Et j'ai dirigé pendant plus de 12 ans le Giga Cancer et je suis membre de l'Académie de médecine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bastien Baumans, je suis chargé de mission genre et égalité ici à l'Université de Liège. Je suis aussi doctorant en faculté de philosophie et lettres et en dehors de l'université, je suis président de la Maison Arc-en-Ciel de Liège, association LGBTQIA+. Bonjour tout le monde, je suis Victor Rensinger, je suis doctorant en génétique humaine au GIGA. Je suis également représentant doctorant au sein du bureau du doctorat et membre du réseau des doctorants. Bonjour, je m'appelle Geneviève Belleville. Je suis professeure à l'école de psychologie à l'Université Laval, qui est à Québec, au Canada. Et je me spécialise en recherche clinique en troubles anxieux et post-traumatiques. Et je suis aussi la directrice du Centre d'études et d'intervention en santé mentale. Merci à vous. Abordons directement le sujet des femmes dans le milieu de la recherche avec celles qui évoluent au quotidien. Mesdames, avez-vous dans votre parcours eu des figures féminines inspirantes ou des modèles qui vous ont guidées ? Oui, absolument. Mais pendant ma thèse, en réalité, mes 2 promotrices de thèse étaient vraiment pour moi des inspirations, donc des mentors au quotidien, mais aussi vraiment des inspirations parce qu'elles avaient toutes les 2, dans leur style très différent, une très forte personnalité. J'ai fait ma thèse en Grande-Bretagne, donc là, tout est fort consensuel en général, on ne dit pas vraiment ce qu'on pense. Et elles, par contre, elles n'étaient pas britanniques, elles disaient bien ce qu'elles pensaient. Et ça m'a donné un modèle vraiment pour dire, ben voilà, il faut prendre sa place, en fait, dans le milieu académique en tant que femme. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance au département de mathématiques d'avoir des profs féminins dès la 2e année, dans un domaine qui pourtant est très masculin. Donc évidemment, ça aide. J'ai d'ailleurs fait ma thèse également avec une professeure. Donc je pense que ça m'a aidée. J'ai vu que les femmes pouvaient avoir différents niveaux de responsabilité, prendre leur place. Alors j'ai pas un modèle unique auquel je me réfère. Je pense que c'est plutôt que je m'inspire des parcours des professeurs que j'ai pu avoir, des chercheuses que j'ai pu rencontrer aussi en dehors de l'université, pour trouver mon propre équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle, qui pour moi est très important. Pour ma part, j'ai démarré mon doctorat en 1985, donc il y a exactement 40 ans. Et là, je n'avais pas de modèle féminin. Je ne pense pas avoir eu des femmes qui donnaient cours, des assistantes, oui, mais des professeurs féminins, non. Alors, en recherche, les modèles que j'avais, c'était essentiellement des femmes qui n'étaient pas mariées, ou si elles étaient mariées, elles n'avaient pas d'enfants. Donc, je n'avais pas un modèle qui m'inspirait à ce niveau-là. Donc, j'ai dû tracer ma voie en me disant « j'y vais parce que j'estime que c'est ça que j'ai envie de faire ». Oui, un peu la même chose pour moi aussi. J'ai été supervisée que par des professeurs masculins. Il y avait quand même quelques femmes dans l'entourage académique et évidemment, elles étaient des modèles. On a parlé tout à l'heure de la façon de s'exprimer. Moi, je retiens leur très, très grande rigueur et leur façon de s'exprimer qui était parfois plus calme, moins éclatante, mais beaucoup plus directement au but et rigoureuse. D'accord.
Et est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme a représenté un atout ou plutôt un frein dans votre trajectoire académique? Je dirais un peu des 2. Heu, Clairement, ça a des atouts d'être une femme. Moi, je suis pas dans une faculté qui est dominée par les hommes du tout. Je suis pas dans une matière non plus qui est dominée par les hommes. Donc il y a énormément de femmes, en gestion et en marketing et donc il y a moins ce besoin de faire sa place. Maintenant, voilà, j'aurais peut-être dû le dire dans la présentation, je suis aussi maman et c'est, c'est non négligeable et clairement, quand on a un enfant, 2 dans mon cas, vraiment la parentalité est très chronophage. C'est magnifique, mais ça prend vraiment beaucoup de temps et du coup, c'est parfois difficile de concilier sa vie de famille avec le fait d'avoir des enfants. Hem Et spécifiquement parce que je pense qu'on est dans un milieu où notre capacité de penser de façon très profonde, de façon très riche, de façon très critique est notre plus grande valeur ajoutée et malheureusement, quand on a des enfants, on attrape un petit peu ce qu'on appelle le baby brain. Cette façon qu'on a d'un peu oublier les choses, même si on les a notées, même si c'est dans l'agenda et donc du coup, c'est vrai que ça peut être un challenge vraiment de mobiliser ses capacités intellectuelles au maximum quand on a des enfants. Donc voilà, c'est un choix, mais c'est vrai que ça peut être un désavantage. D'accord. Moi, je pense un peu pareil. Des avantages, oui. Moi, comme je l'ai dit, j'évolue dans un milieu où il y a une dominance des hommes très forte. Donc, dès le début de ma thèse, en étant une femme dans un domaine très masculin, j'ai eu beaucoup de visibilité. Visibilité que j'ai toujours aujourd'hui, parce que heureusement, on essaye d'avoir de plus en plus des quotas partout. Donc, je suis invitée à de nombreux endroits pour faire des exposés. Donc, la visibilité, elle est là. Ça implique aussi beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, parfois un peu plus que nos collègues masculins, parce qu'il faut des femmes dans des comités de recrutement, parce qu'il faut des femmes dans des jurys. Et comme on n'est pas nombreuses, eh ben, on est très vite sollicité. Donc, ça fait du travail supplémentaire. Mais ça aide aussi à la visibilité qui est très importante dans notre travail. Donc, je dirais que ça m'a plutôt aidé que desservi jusque-là. Après, c'est vrai qu'arrivaient les grossesses et effectivement, ça a été un petit peu plus compliqué à ce moment-là et même après coup. Parce qu'une grossesse, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, 3 mois de congé de maternité ou pendant 3 mois, effectivement, on ne fait pas de recherche. Moi, pendant mes 2 grossesses, j'ai l'impression que mes neurones n'étaient pas toujours connectés. Donc préparer des cours, ça va encore. Faire de la recherche, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis passer X années sans faire de recherche et arriver à se remettre à jour, se remettre dedans, c'est également extrêmement compliqué. Et ça, c'est malheureusement pas souvent pris en compte, je trouve. Voilà, on est bien conscient qu'une grossesse, c'est 3 mois de congé de maternité, mais on a tendance à oublier ce qu'il y a autour. D'accord, merci. Et vous, Madame Agnès? Ça n'a été ni un atout ni une difficulté ou en tout cas quelque chose d'extrêmement compliqué, mais très vite je me suis rendu compte qu'en tant que femme, il fallait démontrer plus son expertise que les hommes. Et quand je me retrouvais dans des comités ou des commissions d'expertise où la majorité des membres étaient des hommes, un homme expert, c'est un pléonasme. Une femme experte, ça doit être démontré. Et ça a été pour moi une difficulté, surtout après le doctorat, de me rendre compte de ça. Je me disais, voilà, il y a égalité homme-femme. Et cette perception-là de, ouais, tu dois démontrer encore plus qu'un homme. Et ça, c'est une difficulté. D'accord, merci. J'ai la chance d'évoluer dans un département où il y a autant d'hommes professeurs que de femmes professeurs. Donc, je ne sais pas si mon genre a été un avantage ou un inconvénient, mais la parentalité, certainement, est venue influencer. Puis, on a parlé un peu des défis que ça a apporté. J'ai l'impression que oui, effectivement, au niveau des lignes spécifiques dans le CV, ça va influencer, mais au niveau d'humaniser le travail, j'ai l'impression que d'être maman, ça a beaucoup contribué à rendre le travail plus humain, à rendre, à retourner une emphase sur les relations avec les étudiants, les étudiantes, les collègues, et à remettre les priorités parfois à la bonne place. D'accord. Messieurs,
Nous avons eu l'occasion d'entendre plusieurs choses très intéressantes. Selon vous, quel rôle les hommes peuvent-ils concrètement jouer dans la promotion de l'égalité en recherche ? Eh bien, je pense qu'ils peuvent aussi peut-être avoir des modèles féminins et pas seulement masculins. Moi, personnellement, c'est mon cas. Mes deux promotrices, Delphine Munoz et Bénédicte Ledan, sont des personnes qui m'ont accompagné pendant mon parcours universitaire et qui, jusque maintenant, durant ma thèse, sont vraiment des personnes modèles pour moi. Et voilà, je pense que le rôle des hommes, c'est peut-être plus large. On parle ici de la maternité qui pose un frein. On parle de certaines de représentation des savoirs, de qui doit prouver qu'il ou elle est expert ou pas. En fait, ce sont toutes des questions de stéréotypes de genre, de rôles de genre qu'on retrouve dans la société. Donc l'université n'est pas une exception. Ces stéréotypes de genre, ces rôles de genre s'infiltrent aussi dans le monde universitaire, dans la recherche. Et donc, je pense que c'est un effort collectif qui est nécessaire pour déconstruire ces idées préconçues sur le groupe des hommes et le groupe des femmes, et voilà, repenser en fait nos relations à la recherche au travers de ce prisme. C'est vraiment une lentille. Le genre nous permet de nous rendre compte de certains angles morts qu'on a par rapport à tous ces stéréotypes, ces idées préconçues. Voilà, ça c'est mon avis. Super. Eh bien, comme a dit Bastien, déjà de base, le fait d'être encadré par des femmes, c'est un avantage pour se rendre compte de tout ça. Moi, personnellement, j'ai fait mes études avant la thèse en France, où tous mes stages ont été encadrés en fait par des femmes, et notamment en fin de master, une femme qui venait d'avoir un enfant, et donc c'est aussi avoir conscience de ce que c'est d'être parent, d'être mère et d'être chercheuse en même temps. Et même maintenant, la responsable de ma thématique, on va dire, d'expertise au CHU à qui je travaille est une femme, et ça me permet aussi de me rendre compte de tout ça. Comme a dit Bastien, il faut d'abord savoir identifier, au final, voir tout ça et s'en rendre compte. C'est la première étape pour n'importe qui, les hommes, aussi les femmes, qui peuvent aussi avoir intériorisé tout ça, pour amener des changements et ensuite construire ensemble de nouvelles relations, en évitant justement d'ajouter de nouveau des biais au niveau du genre. Je pense que les hommes ont un rôle à jouer en montrant l'exemple pour changer justement tous ces schémas qui sont ancestraux, hein, qui viennent de très 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 loin. Et à l'université ou dans d'autres milieux, quels qu'ils soient, on est confronté à cette façon de stéréotyper, de réagir. Et une chose qui est importante, je pense, c'est que les hommes prennent leur congé de paternité, par exemple, ou travaillent à temps partiel pour contribuer justement à ce changement de société, et de dire, ben, nous aussi, on veut contribuer. La maternité, oui, j'entends, évidemment, j'ai été confrontée à ça aussi, parce que j'ai deux enfants. La maternité est un moment qui est difficile, mais pourquoi est-ce que ce moment est difficile pour les femmes et peut-être pas pour les hommes ou moins pour les hommes, alors que les enfants, normalement, on les a à deux, on les élève à deux? C'est une question que je me suis toujours posée. Donc là, les hommes peuvent contribuer justement en décidant, je prends un congé de paternité, et ça évitera aussi des inégalités à l'embauche, où chez des jeunes postdoctorantes, par exemple, on peut être amené à éviter d'engager une femme parce qu'on dit, oh, maintenant elle est à l'âge de la maternité, là, attention. Donc ça, je pense que c'est important. Et de changer aussi ce concept, quand on prend une mesure de travail à temps partiel, c'est forcément pour les femmes. Alors qu'on sait que ça les pénalise aussi beaucoup plus tard dans leur carrière. Très bien. De manière générale, et ce, pas uniquement dans l'aspect homme-femme, l'Université de Liège se veut comme un endroit de savoir, de progrès ou d'inclusion. Mais dans les faits, est-ce que vous avez eu l'occasion d'observer des signes de changement qui vont dans le bon sens ou au contraire des résistances? Si quelqu'un souhaite s'exprimer. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai été confrontée justement suite à la naissance de mon deuxième enfant à cette volonté de prendre un congé parental. Et à l'époque, j'étais fraîchement nommée et on m'a dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Tu ne peux pas prendre un congé parental une fois que tu es nommée.
Alors, je vois toutes vos têtes ahuries. En effet, moi aussi, j'étais assez ahurie à ce moment-là. Et on parle de changement, en fait, à présent, depuis 2 ans, je pense, 1 an et demi, 2 ans, maintenant, un chargé de cours nommé, académique, donc, a le droit de prendre un congé parental, homme ou femme, avec évidemment un certain quota, un certain maximum, évidemment, c'est pas indéfini, et c'est jusqu'aux 12 ans des enfants, je pense. Mais ça, c'est un changement positif que j'ai vu, et vraiment, merci à Madame la rectrice et à tous ceux qui ont œuvré à ça, parce que maintenant, les profs commencent à en profiter, et c'est vraiment fantastique. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait réagir? Dans une moindre mesure, mais je rebondis un peu là-dessus. Alors, je ne sais plus si c'était à la cérémonie de mise à l'honneur des doctorants ou si c'était lors d'une proclamation, mais des proclamations qui ont typiquement lieu le week-end ou en soirée, a été mis en place un système de gardiennage. Ça, je trouvais que c'était vraiment une chouette initiative de l'université. C'était la première fois que je voyais ça et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Les horaires sont pas toujours compatibles avec la vie familiale et donc proposer ce service pour qu'on puisse participer aussi à ces événements qui sont importants dans la vie de l'université, je trouvais que c'était plutôt positif. Ouais. D'accord. Oui, alors je vais peut-être parler du Conseil Genre Égalité qui a été créé en 2022 et pour lequel je travaille en tant que chargé de mission. Donc, il a été créé en 2022 à l'initiative de Madame la rectrice et s'en est suivi un plan d'action assez concret avec différentes thématiques, notamment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la thématique LGBTQIA+, la parentalité, la féminisation des non-salles de cours, etc. Il y en a plusieurs. Je vous invite à aller regarder sur le site de l'ULiège, du Conseil Genre Égalité. Et voilà, je pense qu'il y a c'est un processus long. En fait, le combat contre ces biais, contre ces déséquilibres de genre, ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est sûr qu'il y a certaines initiatives qui sont prises, et tant mieux, mais il y a encore un long chemin à faire. On le sait, c'est un chemin qui s'inscrit aussi dans un processus plus global et sociétal. Je crois que les questions de genre et d'égalité de genre, elles se font aussi dans la société, et c'est pourquoi l'institution doit continuer encore et toujours de poursuivre ce travail. Oui. Alors, pour quelqu'un qui justement ne vient pas de base de l'Université de Liège, je suis très heureux d'entendre justement toutes les choses qui ont déjà été mises en place avec le congé parentalité et le gardiennage. Et ça montre qu'il y a effectivement des évolutions qui ont été mises en place, de belles évolutions, et que quand j'en parle aussi à certains, notamment des doctorantes qui sont là, ce PhD Day, on en a parlé. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui ont aussi été évoqués dans le Conseil genre et égalité, dont je fais aussi partie, qui est notamment mise en place potentiellement d'une crèche, qui serait un super projet, et aussi on m'a parlé, cette doctorante, d'une salle d'allaitement pour les jeunes mamans, qui serait un grand plus. Donc, on voit quels sont des projets disponibles et qui pourraient justement être mis en place à l'avenir. C'est à faire sur le temps long, en effet, mais on n'est jamais à court d'idées. Et c'est ça qui est beau, et on va pouvoir y arriver et avoir tout ça. Je ne peux pas évidemment témoigner de ce qui se passe à l'Université de Liège, mais peut-être un peu dire ce qui se passe de notre côté au Québec, au Canada. Si je compare la situation de ma collègue qui a une dizaine d'années de plus que moi, elle me disait qu'elle avait eu un enfant, oui, mais qu'elle avait pris 3 mois d'arrêt de son travail, puis qu'elle avait travaillé beaucoup pendant, puis qu'elle avait trouvé difficile de colliger les deux. Pour ma part, moi, j'ai eu 2 enfants. J'ai pris 2 fois 1 année de congé du travail. C'était très, très bien reçu. Donc, en l'espace d'une dizaine d'années, les choses se sont beaucoup transformées. Il y a des salles d'allaitement sur le campus. Il y a des garderies, des crèches sur le campus. Il y a un partage aussi beaucoup entre les hommes et les femmes. Donc, il y a la partie congé maternité, la partie congé paternité qui peuvent se prendre ensemble. Mais ensuite, le congé parental, qui est beaucoup plus long, peut être séparé à notre guise. Donc, j'ai l'impression que, justement, les choses sont beaucoup en train d'évoluer et qu'il existe différents modèles. D'accord. Parlons maintenant des engagements concrets qu'il est possible de prendre. On l'a mentionné plus tôt pour certains. Certains d'entre vous sont membres d'initiatives visant à promouvoir l'égalité. Dans ces engagements dans lesquels vous faites partie, est-ce que vous avez déjà été confronté à des obstacles ?
Alors moi, je vais parler encore une fois de manière très globale, travaillant sur les questions d'égalité et d'inclusion et de diversité. Il y a une forme de menace aujourd'hui dans certains médias de la remise en question de la nécessité de ces politiques d'égalité, de diversité et d'inclusion, notamment au travers de discours dits anti-wokistes. C'est une forme de mouvance en ce moment sur les questions d'égalité, sur les questions de genre, sur les questions LGBTQIA+, les questions de racisme. En fait, il y a une forme de délégitimation, vous avez compris, de ces politiques et qui en fait paralyse à la fois, alors je parle du côté de l'association dans laquelle je suis bénévole, on voit qu'il y a une paralysie, et du côté de l'université aussi, ça peut aussi avoir des dégâts dans les universités, donc cette remise en question de la recherche de l'égalité. Ça, c'est un problème pour moi, et il ne faut pas hésiter à le contrer au travers des recherches, du savoir, et ça, on en a à l'Université de Liège. Très bien. Mais également, il n'est pas obligatoire d'être membre d'une institution pour pouvoir agir. Est-ce que certains d'entre vous auraient des conseils pour permettre aux gens qui ne sont pas membres de pouvoir faire avancer les choses? Je pense qu'une première chose, c'est pour les femmes d'avoir le courage de s'exprimer, en fait, et de mettre le doigt sur les difficultés qu'elles rencontrent, d'en parler au sein de leur faculté ou d'organismes dont elles font partie, ou au sein de leur unité de recherche, département, peu importe. Et vraiment d'en parler pour briser le silence finalement, se rendre compte finalement que bien souvent par rapport à ces questions-là, on n'est pas seul. D'ailleurs aujourd'hui, je pense que c'est un peu l'exemple de se dire un petit peu partout, on rencontre les mêmes problématiques. Donc, arriver à en parler, se confier, demander de l'aide à des personnes ressources. Il y a toujours des personnes ressources dans les facultés et même des personnes de confiance. Ça aussi, c'est une belle initiative qui existe au sein de l'université. Dans chaque faculté, il y a des personnes de confiance à qui on peut parler de nos difficultés. Donc voilà, la première chose à faire, c'est d'en parler, je pense. Voilà, alors nous, avec le département de maths, on a une initiative qui est non pas pour les étudiantes de l'université, mais plutôt pour les élèves du secondaire de manière générale, parce que l'adolescence, on le sait, c'est un âge crucial, où les stéréotypes peuvent parfois freiner les ambitions, notamment vers les études scientifiques. Et donc moi, je suis coordinatrice d'une activité qui s'appelle Math Engines, qui est une activité de sensibilisation aux maths dans les écoles du secondaire. Et ça nous semble très important de toucher des élèves. Alors, c'est à partir du secondaire, donc à partir de 12 ans, à cet âge extrêmement décisif, parce que les biais de genre, on les voit arriver. Alors, on commence à partir de 12 ans parce qu'on veut qu'ils aient un minimum de maturité mathématique. Mais en fait, j'ai lu encore une étude ce matin qui disait qu'à partir de 6 ans, les filles commencent à être moins fortes que les garçons en maths. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment aucune raison, si ce n'est que la société, les exemples que l'on a dans la société, c'est les filles, elles sont fortes dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui est linguistique, et les sciences, c'est pour les garçons. Et en fait, ça arrive malheureusement très tôt. Il y a beaucoup de choses à changer à ce niveau-là. Et voilà, ça, c'est une initiative que nous, on a, qui n'est même pas nécessairement dirigée vers les filles, hein, mais je pense que c'est très bien pour les filles de les sensibiliser à cet âge-là et de leur montrer, dès l'adolescence, peut-être des modèles féminins dont on parlait. Et donc, une femme peut faire des études scientifiques et une femme peut avoir une carrière académique aussi. Moi, je voudrais avoir une piste de réflexion qui est très peu envisagée, c'est que chaque fois qu'on présente les problèmes des femmes et qu'on dit on est en train de résoudre les problèmes des femmes en créant une crèche, en créant, en prenant un certain nombre de mesures, on voit toujours ça sous l'angle de la femme, mais jamais on ne le présente sous l'angle de la famille, quelle que soit la famille, quel que soit couple ou parents, quelle que soit la composition familiale. Et je pense qu'on pourrait amener à un changement de réflexion et une modification des stéréotypes si les médias aussi présentaient autrement les choses. C'est-à-dire de dire on veut résoudre un problème et augmenter le bien-être d'une famille ou d'un couple ou de partenaires, peu importe.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être envisagé. On a tous parlé en tant que oui, c'est bien, c'est une évolution pour les femmes, en considérant que c'est normal que les femmes gèrent au-delà de la maternité, la parentalité. Donc je pense que la façon dont on présente le problème et avec lequel on parle peut changer les choses. Donc les médias, vous avez des choses à faire à ce niveau-là. Très bien. Et également, je me demandais, comment est-ce que quelqu'un qui occupe une posture évidemment plus haute, mais qui serait d'accord avec tout ça, donc qui occuperait une place de spectateur bienveillant, donc par exemple l'homme blanc, typiquement, comment est-ce qu'il peut devenir un véritable acteur du changement? Est-ce qu'il y a des rejoindre une initiative ou... Je peux juste rapidement donner mon propre avis par rapport à ça. C'est tout d'abord être curieux. Je pense vraiment la première étape pour être acteur du changement, c'est d'abord avoir la curiosité de se rendre compte, effectivement, remettre en cause ce que je pensais être logique, normal, et d'aller parler aux gens ou écouter ce que les gens ont à dire et d'accepter que ça entre en contradiction avec ce que j'avais appris. Et ensuite, c'est de se dire, il faut que je laisse plus d'espace pour aux autres personnes de s'exprimer. Donc, exprimez-vous. C'est très important et qu'on puisse avoir une discussion ensemble. Et aussi d'un point de vue purement individuel, le fait justement d'accepter en final toutes ces paroles et cette vision du monde permet justement de mieux me sentir en fait à ma place en tant qu'individu dans un monde où on est tous connectés, pas juste au niveau des outils numériques, mais aussi en tant que personne. Et je pense que c'est ça la première étape pour les hommes blancs, si je puis dire, cisgenres majoritairement, d'écouter et de ne pas hésiter justement à accepter d'être curieux et d'intégrer plus d'informations. Une avant-dernière question. Là, ici, on ne va pas s'adresser uniquement à l'Université de Liège, mais au milieu de l'éducation en général. Est-ce que vous percevez que la place de l'égalité, c'est un sujet qui est maintenant central, qui est encore considéré comme tabou ou qui même parfois se retrouve comme instrumentalisé? Non, au contraire, je pense que ce sont des questions qui sont toujours d'actualité. Et j'ai l'impression que même si... parfois, les politiques sont là, les discours sont clairs, les intentions sont bonnes, mais comme femme, on a parfois internalisé certains stéréotypes, certains archétypes qui fait en sorte que on prend moins la place qui est disponible. Moi, je vais toujours me souvenir d'une anecdote qu'à la fin de mon doctorat, le directeur de mon département m'avait demandé quelles étaient mes visées pour l'avenir. J'ai dit, je sais pas trop, je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour être prof. Puis il avait dit, vous les filles, vous vous posez trop de questions. Il n'y a pas un gars qui se pose cette question-là, il se pointe à l'entrevue, puis après, les gens décident s'il y a le poste ou pas. Et moi, ça a été une révélation. Et j'ai fait, c'est vraiment ce manque de confiance-là, que c'est moi qui me pose parfois mon propre frein. Et c'est ce message-là que j'essaie de transmettre à mes étudiantes maintenant, d'y aller, d'essayer d'aller par-dessus les doutes qui sont vraiment instillés chez nous dès la naissance, là, puis d'essayer les choses, puis c'est comme ça que les portes s'ouvrent aussi, là. D'accord. Écoutez, avant de conclure cette émission, j'aimerais vous poser à toutes et tous une dernière question. En un mot ou une courte phrase, comment est-ce que l'Université de Liège, ou même au niveau éducatif en général, on pourrait devenir encore plus inclusif? Alors, on en a déjà parlé, mais moi, je dirais le soutien à la conciliation des vies, vie privée, vie professionnelle. J'avais eu la question avant. Je pense que ça résume très bien. D'accord, très bien. Eh bien, dans ce cas-là, c'est déjà la fin de cette deuxième émission spéciale consacrée à l'édition 2025 des PhD Days. Cette émission vous a été présentée par Thomas Géhéno et belle journée à tous sur 48 FM.